Chine, Chine, Chine. Le refrain résonne, mais cette fois, ce n'est pas une déclaration politique, c'est un signal d'alarme pour la Silicon Valley. Huawei, le géant technologique chinois, vient de faire un geste audacieux qui pourrait bouleverser tout l'équilibre mondial de la tech. Alors que les sanctions américaines continuent de s'intensifier, la firme n'a pas fléchi. Au contraire, elle vient de redoubler d'efforts sur son propre système d'exploitation, Harmony OS. En déposant de nouveaux brevets et en multipliant les lancements de produits, Huawei envoie un message clair. Elle ne reculera pas. Elle entend bâtir un écosystème logiciel totalement indépendant et capable de rivaliser avec les géants occidentaux. Mais ce n'est pas tout. Cette démarche s'inscrit dans un contexte bien plus large. Une guerre technologique à peine voilée entre les États-Unis et la Chine. Une guerre froide version numérique où chaque mise à jour, chaque ligne de code devient une arme stratégique. L'enjeu est colossal. Alors que les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin atteignent des sommets, la bataille pour la suprématie technologique est devenue un véritable champ de guerre. Et Huawei s'y trouve en première ligne. Symbole de la puissance technologique montante de la Chine, l'entreprise est devenue la cible des États-Unis. Accusée de représenter une menace pour la sécurité nationale américaine, soupçonnée de liens trop étroits avec le gouvernement chinois, elle s'est vue frappée de sanctions brutales. Résultat, un isolement stratégique, privée de composants essentiels, coupée de l'accès à Android, le système d'exploitation de Google. Mais au lieu de plier, Huawei a contre-attaqué. Avec une résilience qui force le respect, la firme a accéléré le développement de Harmony OS. Un système d'exploitation entièrement autonome, pensé pour briser sa dépendance aux technologies occidentales. Et début 2025, un événement majeur marque un tournant. Huawei dépose la marque Harmony OS Office. Objectif, lancer une version de son système dédiée au PC. Huawei ne se contente plus de survivre sur le marché des smartphones. Avec ce nouveau dépôt de marque, l'entreprise affiche clairement ses intentions, s'imposer sur l'ensemble du paysage informatique, des smartphones aux tablettes jusqu'aux ordinateurs personnels. C'est une montée en puissance stratégique. Richard Yu, directeur de la division grand public de Huawei, ne mâche pas ses mots. Pour lui, ce tournant est historique. Il incarne la volonté de la Chine de gagner en autonomie technologique, de se libérer définitivement de la domination occidentale dans le numérique. Et Huawei veut aller au bout de cette logique. En développant un écosystème logiciel complet, cohérent et indépendant, l'entreprise se positionne comme une véritable alternative à Apple, Microsoft et Google. Ce n'est plus un simple défi industriel, c'est une déclaration d'indépendance, une affirmation politique. Huawei entend tracer sa propre route dans l'ère numérique et montrer au monde qu'il est possible de s'affranchir des géants de la tech occidentale. Mais Huawei ne s'arrête pas là. La firme a récemment dévoilé Harmony OS Next, une version radicale de son système d'exploitation. Plus de béquilles, plus de compromis, cette mouture ne prend plus en charge les applications Android. Un choix audacieux et stratégique. En tournant le dos à Android, Huawei envoie un message clair. Elle ne veut plus dépendre de plateformes extérieures, ni subir les règles dictées par d'autres puissances. Elle entend créer une expérience fluide, harmonieuse et surtout 100% souveraine. Objectif, proposer une interconnexion totale entre tous ces appareils, smartphones, tablettes, ordinateurs, sans passer par les standards imposés par l'Occident. Et ce pari semble déjà porter ses fruits. Fin 2024, Huawei annonce un chiffre impressionnant. Plus d'1 milliard d'appareils dans le monde tournent désormais sous Harmony OS. Un cap symbolique qui confirme l'adoption massive du système, malgré les obstacles. Et ce n'est pas tout. Malgré les sanctions américaines qui auraient pu l'asphyxier, Huawei affiche une progression impressionnante. En un an, ses ventes ont bondi de 30%. Une performance remarquable, compte tenu des restrictions qui pèsent encore sur l'entreprise. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils démontrent deux choses. D'abord, la résilience d'un acteur que beaucoup pensaient condamner. Ensuite, l'attrait croissant pour un système alternatif, pensé et conçu en dehors de la sphère d'influence occidentale, mais cette montée en puissance est aussi une réponse directe aux sanctions. Privé d'accès aux technologies clés, Huawei n'a eu d'autre choix que de bâtir son indépendance, à marche forcée. Ce qui autrefois relevait du simple plan B devient aujourd'hui le cœur de la stratégie du géant chinois. Mais derrière cette réussite apparente, une question cruciale se pose. Huawei peut-elle vraiment prospérer sur la scène mondiale, tout en étant coupée du marché américain et de son immense écosystème technologique? C'est le talon d'Achille de sa stratégie. Car un système d'exploitation, aussi performant soit-il, ne peut survivre sans un écosystème riche en applications.
Et pour cela, il faut convaincre les développeurs. Beaucoup de développeurs. Et très vite. Or, le terrain est miné. Android et iOS dominent sans partage le marché du mobile. Windows et macOS règnent sans rival sur les ordinateurs. Face à cette hégémonie, Huawei devra déployer des trésors d'ingéniosité pour bâtir une communauté dynamique autour de HarmonyOS. Mais si elle y parvient, alors tout change. Elle pourra enclencher une boucle vertueuse. Des outils performants attirent les développeurs créent des applications attractives et les utilisateurs affluent. C'est le seul chemin pour espérer imposer HarmonyOS comme une vraie alternative. Avec le lancement de HarmonyOS Next et son ambition d'investir le marché des PC, Huawei franchit un cap décisif. L'objectif est clair, réduire au maximum sa dépendance aux technologies étrangères et bâtir un écosystème technologique entièrement autonome. Une vision qui ne concerne plus seulement Huawei, mais tout un pan de l'industrie chinoise. Car l'impact dépasse largement les murs de l'entreprise. Cette stratégie pourrait inspirer d'autres géants de la tech en Chine à suivre la même voie. Ensemble, ils pourraient déclencher un mouvement de fond. Une réorganisation du paysage technologique mondial fondée sur l'autosuffisance nationale. Mais cette dynamique a un prix. En misant sur la souveraineté technologique, Huawei contribue à accélérer la fragmentation de l'écosystème numérique global. Le rêve d'un Internet ouvert et interconnecté cède peu à peu la place à des sphères d'influence technologique, cloisonnées par les impératifs géopolitiques. Le monde observe Huawei avec une curiosité mêlée d'appréhension. Ce que la firme entreprend n'est pas seulement une réponse technique aux sanctions, c'est une déclaration politique, un acte de rupture. Et qu'on l'admire ou qu'on le redoute, une chose est sûre, Huawei avance et personne ne pourra l'ignorer. HarmonyOS réussira-t-il à détrôner les systèmes dominants comme Windows, Android ou macOS? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine, la quête d'indépendance technologique engagée par Huawei aura des conséquences majeures pour l'innovation, pour la géopolitique et pour l'équilibre des puissances dans le monde numérique. Car au fond, HarmonyOS n'est pas juste un système d'exploitation. C'est une ambition, un levier stratégique et peut-être l'outil avec lequel la Chine compte redessiner les règles du jeu technologique mondial. C'est un coup de tonnerre dans la finance mondiale. À quelques semaines de la victoire électorale de Donald Trump, la Chine et le Japon ont discrètement largué l'équivalent de 13 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Un mouvement massif, coordonné, qui inquiète jusqu'au cœur de Wall Street. Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle? Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut revenir sur le rôle historique de ces deux géants asiatiques dans le financement de la dette américaine. Depuis des décennies, ils figuraient parmi les piliers du système financier mondial, achetant des centaines de milliards en obligations d'État américaines pour stabiliser leurs réserves. Mais quelque chose a changé. Ce désengagement brutal pourrait bien marquer la fin d'une époque, celle où le dollar régnait sans partage, celle où la dette américaine était considérée comme l'actif le plus sûr de la planète. Pendant des décennies, les relations entre les États-Unis, le Japon et la Chine ont façonné l'ordre économique mondial. Le Japon, allié de longue date de Washington, a joué un rôle crucial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des alliances militaires, des coopérations économiques, une stabilité mutuelle. La confiance semblait inébranlable. La Chine, elle, est arrivée plus tard dans le jeu. Depuis le début des années 2000, Pékin a accumulé des quantités astronomiques de bons du Trésor américain alimentés par des excédents commerciaux colossaux. En novembre 2013, ces avoirs atteignaient 1316,7 milliards de dollars. Un sommet. Mais l'histoire bascule. Depuis quelques années, la Chine commence à diversifier ses investissements, réduisant peu à peu sa dépendance à l'égard des titres américains. Et cette tendance s'est brusquement accélérée en 2024. Au troisième trimestre, le Japon vend 61,9 milliards de bons du Trésor. La Chine en largue 51,3 milliards, du jamais vu. Et le timing interroge, juste avant le retour de Trump à la présidence. Ce désengagement massif n'est pas un simple ajustement technique, c'est une fuite stratégique. À Tokyo, Shoki Omorei, analyste principal chez Mizuho Securities, décrypte la situation. C'est un cocktail explosif. Les banques japonaises et les fonds de pension se sont délestés de leurs obligations américaines. Par précaution, la crainte, une victoire de Trump, synonyme de taux d'intérêt plus élevés et d'instabilité économique. En Chine, l'alerte est d'un tout autre ordre, la peur d'une escalade géopolitique. Pékin ne veut plus être pris en otage par les turbulences américaines.
L'empire du milieu veut s'isoler des menaces de sanctions, de tarifs douaniers et d'attaques monétaires. Et pour Tokyo comme pour Pékin, une chose devient claire, il est temps de réduire l'exposition au dollar. Du côté japonais, le retrait s'explique aussi par une urgence intérieure. Le Premier ministre Shigeru Ishiba vient d'annoncer un gigantesque plan de relance de 39 000 milliards de yens, soit près de 250 milliards de dollars. Une mesure destinée à soutenir les ménages et les entreprises face à la flambée des prix. Pour financer ce plan, Tokyo n'a pas le choix. Il faut réinjecter massivement des liquidités, et cela passe entre autres par la revente de bons du Trésor américain. Mais en Chine, la logique est tout autre. Le désengagement des obligations US est délibéré et géopolitique. La Banque populaire de Chine est sur le qui-vive depuis le retour de Trump. Avec ses promesses de surtaxe douanière de 10% sur les produits chinois, l'administration américaine rouvre un front commercial. Et Pékin réagit avec méthode, protéger le yuan, se dégager des dépendances financières. Et surtout, envoyer un message clair à Washington. La Chine n'est plus prisonnière du système dollar. Le choc pourrait être brutal pour les États-Unis. Quand des acteurs majeurs comme la Chine et le Japon se mettent à vendre massivement des bons du Trésor, cela bouleverse l'équilibre du marché obligataire. Plus d'offres, moins de demandes. Et une conséquence mécanique, la chute des prix des obligations et la hausse des taux d'intérêt. Et ce n'est pas anodin. Des taux plus élevés, c'est un coût de l'emprunt qui grimpe, pour l'État fédéral, pour les entreprises, pour les ménages. Une spirale qui pourrait freiner la croissance, alourdir la dette publique et compliquer les projets budgétaires de la nouvelle administration Trump. Mais ce n'est pas tout. Si la demande pour les bons diminue, c'est aussi le dollar qui vacille. Moins de titres achetés, c'est moins de dollars nécessaires. Résultat, la monnaie américaine risque de se déprécier. Un avantage pour les exportateurs, certes, mais aussi une menace inflationniste intérieure, avec des importations plus chères et un pouvoir d'achat affaibli. Pour le président Trump, fraîchement revenu au pouvoir, la situation est explosive. D'un côté, il promet des baisses d'impôts et de vastes plans d'infrastructures. De l'autre, le retrait des investisseurs étrangers fait grimper les taux, rendant tout cela beaucoup plus coûteux. L'équation budgétaire devient périlleuse et les tensions commerciales n'arrangent rien, car les décisions économiques de Tokyo et Pékin sont aussi une réponse aux positions américaines sur le commerce international. Tarifs, renégociation des accords, menaces de sanctions, les partenaires répliquent avec leurs propres leviers. En réduisant leurs achats de dettes américaines, ils exercent une pression silencieuse mais puissante sur l'économie américaine. Une forme de contre-attaque financière, discrète mais redoutablement efficace. Depuis des décennies, le dollar règne en maître sur la planète finance. C'est la monnaie du commerce international, la pierre angulaire des réserves étrangères, le refuge ultime en période de crise. Mais aujourd'hui, ce trône est ébranlé. Alors que Pékin et Tokyo réduisent leurs avoirs en bons du Trésor, le monde observe un basculement. Le dollar reste fort. Mais pour combien de temps encore ? Selon Yuki Masujima, économiste senior chez Bloomberg Economics, ce retrait massif soulève de vraies questions sur la pérennité du marché obligataire américain, sur l'avenir du système monétaire mondial et sur l'équilibre même du pouvoir économique global. Car en diversifiant leurs réserves, la Chine et le Japon ne se contentent pas de vendre des titres. Ils amorcent une transformation stratégique, un recentrage, une libération progressive de l'emprise du dollar. Et cela pourrait marquer le début de la fin d'un monopole vieux de plus de 70 ans. Ce que fait la Chine va bien au-delà de la tactique financière. La vente de bons du Trésor n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Pékin cherche à redéfinir les règles du jeu, à réduire sa vulnérabilité, à s'extraire méthodiquement du système américain. Et ce plan est déjà en marche. Diversification des réserves, internationalisation du yuan, création d'alternatives au SWIFT, développement de blocs commerciaux comme les BRICS, tout converge vers un seul objectif, la souveraineté économique totale. En d'autres termes, la Chine se prépare à un monde où le dollar ne serait plus roi. Et plus elle prouve qu'elle peut se passer des États-Unis, que ce soit pour sa sécurité alimentaire, ses exportations ou ses finances, plus elle gagne en crédibilité. Pour Washington, le signal est clair. L'ère de domination sans partage touche à sa fin. La question n'est plus de savoir si le système va changer. La vraie question c'est à quelle vitesse et qui écrira les nouvelles règles du jeu. Avril 2025. Un événement soudain secoue le marché agricole mondial. La Chine annule brutalement toutes ses commandes de soja américain, soit l'équivalent de 2,44 millions de tonnes, représentant plus de 1,1 milliard de dollars, et redirige l'intégralité de ses achats vers le Brésil.
Le coup est rude, implacable, et les conséquences sont immédiates. Les stocks de soja aux États-Unis explosent. Le rapport du département américain de l'agriculture, USDA, pour avril, révèle un bond massif des réserves, forçant une révision drastique des prévisions de production. Sur le Chicago Board of Trade, les prix s'effondrent de 8,2% en une seule semaine, entraînant la perte de près de 470 millions de dollars en valeur de marché. Pour les agriculteurs américains, c'est un choc frontal. À travers tout le Midwest, le moral des agriculteurs s'effondre. Matt Dunn, producteur de 4e génération à Des Moines, confie au Wall Street Journal « On a été exclu du marché en pleine saison sans aucun plan B ». L'alerte est générale. L'American Soybean Association tire la sonnette d'alarme. Les revenus agricoles pourraient chuter de 18% ce trimestre. Et en mai, l'USDA classe déjà 11 États agricoles en zone à risque modéré à élevé d'insolvabilité pour les prêts agricoles. Et pourtant, les justifications officielles de Pékin intriguent. La Chine invoque des problèmes phytosanitaires, résidus de pesticides, contamination fongique, mais aucun manquement n'est confirmé par les bases de données de l'USDA ni par l'Organisation mondiale du commerce. Historiquement, les exportations américaines respectent des normes de qualité parmi les plus strictes au monde, avec des taux de contamination inférieurs à 0,01%. Pour les experts, le doute n'est plus permis. Ce n'est pas une question de sécurité alimentaire, c'est un signal géoéconomique. Mais ce qui choque le plus, c'est la rapidité de la transition. Le Brésil n'a pas seulement pris la relève, il était prêt. Et ce n'est pas un hasard. Entre 2020 et 2024, le pays a augmenté de plus de 21% ses surfaces de culture de soja. Un essor fulgurant, soutenu par des financements chinois. La Chine a massivement investi dans les infrastructures agricoles brésiliennes. Modernisation du port de Santos, le plus grand hub céréalier d'Amérique latine, cofinancement du chemin de fer de Ferrograno pour raccourcir les délais logistiques, amélioration des terminaux de fret et des corridors intérieurs. Selon Reuters, ces investissements chinois ont atteint 8,3 milliards de dollars rien que pour les axes stratégiques du soja brésilien. Le résultat est sans appel. En 2024, le Brésil est en mesure de fournir plus de 70% de la demande annuelle de soja de la Chine. Une capacité inimaginable il y a encore 10 ans. En clair, Pékin n'a pas simplement trouvé un nouveau fournisseur, il l'a construit. Ce que la Chine a mis en place va bien au-delà d'un simple partenariat commercial. Grâce à ses investissements au Brésil, elle verrouille son accès au soja via des accords bilatéraux et le bloc des BRICS, contournant ainsi toute tentative de sanctions ou de barrières tarifaires occidentales. Mais ce changement n'est pas un cas isolé. Derrière la crise du soja se cache une stratégie d'insulation géoéconomique plus vaste. Et le prochain sur la liste, c'est le maïs. Entre janvier et mars 2025, les exportations américaines de maïs vers la Chine ont chuté de 29% sur un an. Dans le même temps, Pékin signait un contrat de 3 ans avec l'agence brésilienne CONB pour 9 millions de tonnes de maïs par an, soit 2,66 milliards de dollars. Et ça ne s'arrête pas là. Blé, sorgho, orge, la Chine réduit méthodiquement sa dépendance aux produits agricoles américains. Un désengagement qui inquiète Washington jusque dans ses plus hautes sphères. À Washington, les sirènes retentissent. Ce n'est plus seulement une affaire de soja ou de maïs, c'est une menace systémique. Jennifer Harris, ancienne conseillère du Conseil national de sécurité, le résume ainsi. Si la Chine peut abandonner 14 milliards de dollars de soja américain du jour au lendemain, que l'empêche de faire la même chose avec les bons du Trésor. Et c'est là que tout s'éclaire. Car en prouvant au monde qu'elle peut reconfigurer sa chaîne d'approvisionnement alimentaire sans chaos ni inflation, la Chine démontre qu'elle est également capable de se détourner des actifs financiers américains. Un double levier, redoutable, capable de faire chuter le dollar, alourdir les taux d'intérêt américains et provoquer des turbulences mondiales. Ce que Pékin construit, c'est un rempart contre les pressions occidentales. Et ce rempart est déjà bien avancé. Le 14e plan quinquennal de la Chine fixe un cap clair. Sécuriser toutes les chaînes d'approvisionnement critiques, alimentation, technologie, énergie, par tous les moyens nécessaires. Et les chiffres sont frappants. D'après les prévisions d'HSBC, en avril 2025, la Chine a déjà signé ou renouvelé des contrats agricoles à long terme avec l'Argentine, le Brésil, la Russie et le Pakistan. À eux seuls, ces accords couvrent plus de 70% des besoins chinois en céréales et oléagineux jusqu'en 2030. Pendant ce temps, les exportations agricoles américaines vers la Chine chutent de 26% au premier trimestre
2025, soit une perte de 3,2 milliards de dollars. Même si les relations diplomatiques s'amélioraient demain, la structure de l'indépendance agricole chinoise est déjà en place. La porte du marché chinois semble encore ouverte, mais Pékin n'a plus vraiment l'intention de repasser le seuil. À Washington, l'urgence est palpable. Des réunions de crise s'enchaînent entre le département de l'agriculture, USDA, les représentants commerciaux et les puissants lobbies agricoles. 3 pistes sont sur la table. D'abord, de nouvelles subventions pour soutenir les producteurs touchés. Ensuite, des incitations à diversifier les marchés d'exportation en visant l'Europe, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Enfin, un plan d'investissement massif dans les infrastructures logistiques agricoles pour redevenir compétitif face au Brésil. Mais derrière ces mesures, une réalité s'impose. Le modèle agricole américain, fondé sur l'appétit insatiable de la Chine, est en train de se fissurer. Et si le soja était le test, la Chine vient de le réussir. Alors maintenant, la question qui hante les couloirs du pouvoir américain est simple. À quel secteur la Chine s'attaquera-t-elle ensuite? Les terres rares? Les semi-conducteurs? Les bons du trésor? Dans chaque domaine, le même scénario pourrait se répéter. Construire les alternatives ailleurs, rediriger les flux et couper le robinet au moment stratégique. La crise du soja n'était que le début. C'était le coup d'ouverture d'une partie bien plus vaste, celle de la redéfinition du pouvoir mondial. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas une simple succession de faits, c'est le récit d'un basculement silencieux mais déterminant. Huawei qui veut enterrer Windows, la Chine qui abandonne les bons du trésor, le Brésil qui remplace les États-Unis dans les champs de soja. Ce sont les pièces d'un même puzzle, la fin d'un monde unipolaire dominé par l'Amérique et l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire où chaque décision économique devient une arme stratégique. Et ce n'est que le début. Alors si vous voulez comprendre où va vraiment le monde, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire, pensez-vous que la Chine peut réellement renverser l'ordre mondial? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décrypte.